Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, Auto, Moto, École. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, Auto, Moto, École. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec des hommes et des femmes. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va. Ça va, ça va. Je vais laisser chacun se présenter de manière succincte. Je t'en prie, mon ami. Bonjour, Christophe, secrétaire du Airprac Antenne France. Monsieur. Bonjour, Shango, militant électron libre. Électron libre. Très, très libre. Je t'en prie. Bonjour Lucien, du collectif Caraïbes Rassemblement. Une habituée. Oui, bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, Lilith, qui suis représentante du COADEP et aussi fait partie de Caraïbes Rassemblement avec Lulu. Monsieur. Bonjour également, Odilon. Je participe aussi au collectif Caraïbes Rassemblement. Monsieur. Bonjour, Hamzat Boukari Abara, historien, président de la Ligue panafricaine Umoja. En 1670, Français et Anglais importent des esclaves aux Antilles pour produire la canne à sucre. Entre 1793 et 1822, Haïti et la République dominicaine furent marqués par des révoltes d'esclaves qui abolirent l'esclavage. La Jamaïque suivit le mouvement 1833-1838, puis Saint-Barthélemy 1847 et Saint-Martin 1848, pour finir avec Porto Rico en 1873 et Cuba de 1880 à 1886. Aux Antilles françaises, un béquet est un blanc créole descendant des premiers colons esclavagistes. Ce terme concerne principalement les descendants originaires de Martinique, mais aussi ceux de Guadeloupe. En Martinique, les béquets constituent un peu moins d'1% de la population, soit environ 3000 personnes. Les grandes familles sont les Ayotte, famille d'origine normande arrivée à la Martinique à la fin du XVIIe siècle, propriétaire du groupe Bernard Ayotte, dont le dirigeant Bernard Ayotte est la plus grande fortune des Antilles. Les béquets sont estimés à moins de 1% de la population, mais sont très présents dans la filière agroalimentaire. LKP, collectif contre l'exploitation outrancière, est un collectif guadeloupéen qui regroupe une cinquantaine d'organisations syndicales, associatives, politiques et culturelles de la Guadeloupe. Ce collectif est à l'origine de la grève générale de 2009 qui a touché l'île entre le 20 janvier et le 4 mars. Son porte-parole est Élie Domota, qui est le secrétaire général d'un syndicat majoritaire de la Guadeloupe, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe. Un mouvement contre la vie chère, thématique récurrente dans les Antilles françaises, a été lancé début septembre par un collectif baptisé le RPRAC, c'est ça? Airprac. RPRAC, qui exige un alignement sur l'Hexagone des prix des produits alimentaires. 40% plus cher en Martinique. En marge de ce mouvement, l'île a été secouée par de vives tensions qui ont contraint la préfecture à instaurer un couvre-feu nocturne dans certains quartiers de Fort-de-France et de la commune limitrophe du Lamentin. La collectivité territoriale de Martinique, CTM, va supprimer une taxe sur les biens importés pour les milliers de produits de première nécessité en réponse au large mouvement contre la vie chère démarré début septembre dans l'île antillaise. Ma question est donc la suivante, mesdames et messieurs. Aux Antilles françaises, sommes-nous en France? Et ma deuxième question, en vérité, les Antilles françaises font-elles réellement partie de la France? Eh bien, de par la carte d'identité, sommes-nous français? Je dirais oui. Mais en termes de circonstances actuelles, je dirais non. Pour la bonne et simple raison que bien avant, on va dire, les mobilisations, il y a eu des démarches avec différents organismes pour traiter des sujets importants qui n'ont pas été reçus. Pourquoi je dis non? Parce qu'on parle d'un sujet commun, la vie chère. La vie chère, ça touche également la France. Et ça touche aussi les Antilles. Et malheureusement, on se rend compte que le gouvernement français va à tatillon, alors qu'on
qu'on est français sur la carte d'identité. Et ça, pour moi, sur cette forme-là, je dirais non. Nous ne sommes pas considérés comme étant des Français. Nous sommes une colonie française. Et selon la définition du dictionnaire, une colonie, on tire toutes ses richesses, toutes ses ressources humaines pour enrichir les autres, ceux qui les exploitent. Voilà. Abzat. Non, mais je pense que mon camarade de droite a tout dit, c'est-à-dire que ces territoires-là appartiennent à la France. Ce sont des possessions, ce sont des colonies qui sont faites pour nourrir la métropole. Et on voit bien que les réponses ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit de traiter des mêmes problématiques en hexagone que dans ces territoires-là. On est dans un cas de répression et de violence économique qui ne date pas d'aujourd'hui. On est également dans des espaces qui ne sont pas intégrés de la même manière à la nation française et qui posent la question d'une nation martiniquaise, d'une nation guadeloupéenne ou guyanaise, et donc effectivement d'une rupture politique qui va avec la lutte contre les inégalités socio-économiques. Donc pour moi, on n'est pas dans une France qui participe justement à cette histoire nationale ou même cette histoire des luttes sociales de la même manière. On voit bien qu'aussi les positions syndicales ne sont pas les mêmes sur les questions hexagonales que sur les questions dites ultramarines. Et on n'est pas non plus évidemment dans la même géopolitique, dans la même sociologie, ni dans la même administration, puisque l'État français qui administre ces territoires-là les administre sans tenir compte de ce que Pierre Aliquer disait lors de l'enterrement d'Aimé Césaire, à savoir que les meilleurs spécialistes de la Martinique sont les Martiniquais, et qu'en même temps, ces spécialistes-là ne sont pas forcément ceux qui ont les clés de la décision pour faire changer les choses, et donc sont toujours obligés de négocier avec l'État, qui est à la fois juge et partie, que cela soit pour le chlordécone ou pour d'autres enjeux. Donc on voit bien qu'on est dans une situation de tutelle tout au moins, qui nécessite de reposer la question du statut politique. Lilith ? Je vais laisser Oui. la parole à mon collègue. Je t'en prie. du RP. J'allais le faire, mais je me suis dit, honneur aux dames, mais honneur aux hommes aussi. Je t'en prie. Mais merci beaucoup. Mais je vais malheureusement ne pas aller dans une autre direction. Hein. Effectivement, on peut parler de violence, mais c'est compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, compte tenu de l'histoire de la France, est-ce qu'il est réellement nécessaire de notifier le fait que la France ait toujours été violente avec son peuple ? Voilà, donc d'une façon générale. Donc si on doit parler effectivement de nos îles, en dehors du fait de la violence, il faudrait vraiment revenir à l'identité de nos îles. Et parlons de nos îles, nous avons une histoire, donc certes qui ne commence pas à l'esclavage, parce qu'il y avait déjà des peuples qui ont été totalement occultés. Il y a aussi donc cette vague qui est venue d'Afrique, donc qui a enrichi aussi cette population. Et là, pour le coup, en termes d'identité, il faudrait peut-être se poser la question, non pas d'appartenance, la question donc de l'appartenance à l'État français ou le lien avec l'État français, mais plutôt quelque chose de plus essentiel dans le sens où là on a à l'heure actuelle des discussions qui se font par exemple concernant la Kanaki, concernant la Guyane. On parle de peuple premier pour pouvoir distinguer et faire des petites nuances qui peuvent servir plus tard aux intérêts de l'État. Il ne faut pas rester dupe. Donc il y a une vraie question concernant notre identité, notre essence, puisqu'on oscille tout le temps entre essentialisme et créolisation. Là, pour le coup, je pense qu'à l'heure actuelle, il sera nécessaire pour notre peuple, quelque part, de se définir et de n'accepter aucune définition autre que celle qu'il a définie. Donc, pour le coup, on est peut-être dans une bonne période. Hein. On voit que ce qui se passe en Kanaki est quand même assez aussi significatif. Étant donné que la Kanaki a quand même moins d'avantages que nous, hein, concernant moins d'avantages. Je ne sais pas s'il faut prendre vraiment comme avantage, hein, mais en tout cas, il y a, en termes d'organisation, la Kanaki donc, a choisi de garder son droit coutumier. Nous n'avons pas de droit coutumier. Nous sommes affublés, parce que je ne vais pas dire un autre terme, mais on nous caractérise comme étant une population et non plus un peuple. D'accord ? Et ce sont des choses qui sont utilisées de façon à pouvoir permettre une espèce de brassage. Donc là encore, la situation est urgente en termes d'identité. Voilà. Monsieur, l'électron libre. Je t'en prie.
Exprime-toi. Pardon. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a vu que c'était bien évident que tous ces territoires-là étaient traités comme des colonies. Le peuple demande l'alignement de la vie chère et en réponse, on a des renforts de forces de l'ordre. On a un ministre qui explique qu'il est là pour rétablir l'ordre. Et à chaque fois, sur tous les soulèvements qu'il y a eu aux Antilles, c'est toujours la même réponse. En dehors de ça, on voit bien que ces territoires-là, comme ils disent, ne sont pas traités au niveau sanitaire comme l'Hexagone. Je prends un exemple tout simple. Le plan Orsec eau potable était déclenché en 24 heures dans n'importe quelle région en Hexagone. La Guadeloupe attend depuis 2016. Tout simplement. Donc la réponse est là, en fait. Alors, pour répondre à cette question de manière assez simple, succincte, aux yeux de la France, sommes-nous une colonie? Non, aux yeux de la France. Parce qu'aujourd'hui, on a un ministère qui s'appelle le ministère des Outre-mer, qui est un ministère qui a changé de nom en 1946, il me semble. Voilà. Avant, c'était le ministère des colonies. En 1946, on a changé le nom pour le ministère des Outre-mer. À la suite de ça, il y a eu ce qu'on appelle, peut-être 10, 12, 13 ans après, ce qu'on appelle le Bumidum, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était un projet pour amener le maximum d'Antillais natifs des Antilles en France pour pouvoir travailler, et dans les travails les plus médiocres. Donc, j'ai encore cette image dans la tête qui me reste aussi en travers de la gorge de Monsieur Charles de Gaulle, qui descend de l'aéroport Aimé Césaire, il me semble, hein, et qui dit « Bon Dieu, comme vous êtes français !» Alors, ça, c'est aux yeux de la France. Tout ça, c'est aux yeux de la France. Mais maintenant, aux yeux de la population antillaise, aux yeux de la population martiniquaise, la population guadeloupéenne, sommes-nous réellement français? Sommes-nous réellement une colonie? Ou sommes-nous réellement un département français avec les mêmes droits? C'est le peuple qui peut le dire. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. En 2009, on l'a vu. Nous, voilà, on avait peut-être un petit peu moins de 20 ans en moins, nous, ici. Donc, la génération d'avant nous a combattu avec les armes qu'ils avaient. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement c'est même pas un autre mouvement, c'est une continuité, avec le RPRAC notamment, avec des armes autres, nos médias à nous, nos téléphones à nous. Notre seule arme aujourd'hui, c'est celle-ci. Et c'est une arme qui est très très puissante, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas montrer certaines choses qui se passent en temps réel. Aujourd'hui, on le peut. Donc, le peuple, je pense, c'est au peuple de répondre, est-ce que nous sommes réellement une colonie ou est-ce que nous sommes français? Et le peuple, là, actuellement, si vous tapez Martinique, soulèvement, vie chère, ce type de hashtag, vous allez voir quelle est la réponse du peuple. Madame? Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites et accompagner ces dires de faits juridiques, à savoir que jusqu'à présent, tous les départements dits d'outre-mer ne sont pas inclus par la France dans la Charte sociale européenne. La Charte sociale européenne, c'est une charte qui permet d'assurer les droits sociaux des citoyens. Donc du coup, quid de la question, et je reviens sur ce que disait Chris au départ, quid de la question de notre considération dans l'État français? Deuxièmement, dans notre constitution qui régit le droit en France, le droit de l'État en France, il y a une charte qui a été ajoutée par M. Sarkozy, il me semble, et qui dit une charte de l'environnement qui prévaut pour tous les peuples citoyens français, dans toute son unicité, d'avoir le droit de vivre dans un environnement sain. Quand on voit que les terres en Guadeloupe et en Martinique sont polluées, quand on voit que la Polynésie est polluée par les essais nucléaires,
La question est de se demander, effectivement, sommes-nous vraiment français ? Sur le papier, avoir une carte, on a la citoyenneté française, bien sûr, mais dans la jouissance des droits que nous procure ce statut, ce n'est pas le cas. Je fais très court. Dans l'imaginaire collectif, les Antilles françaises, pour ne pas dire les Caraïbes, c'est la carte postale. Le sable chaud, la mer bleue, les cocotiers, bronzés en sirotant sur un transat, bref, le tourisme. Mais l'autre réalité, c'est derrière les Bouches-du-Rhône, pour ne pas dire Marseille. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane font partie des départements les plus violents de France, les plus touchés par la pauvreté et par des drogues dures telles que le crack. Et on sait tous à présent que la vie est plus chère qu'en métropole. Et depuis tant d'années, les autorités françaises... ma question est la suivante. Depuis tant d'années, les autorités françaises ont-ils étouffé toutes ces vérités pour préserver cette fameuse carte postale des Antilles françaises ? Moi, je voudrais juste rappeler précédemment que c'est important de regarder quels sont les intérêts stratégiques de la France à garder ces territoires, et c'est le fait d'avoir donc le premier ou deuxième espace maritime mondial. C'est important de rappeler que avant que ce soit le ministère des colonies, c'était le ministère de la Marine qui dominait à ce niveau-là. Et donc c'est important aussi de bien garder la relation à la mer en plus de la question des terres. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans des espaces qui sont faits pour produire des inégalités socio-économiques qui sont structurelles, qui n'ont pas été réparées depuis justement la période de l'esclavage et de son abolition, et qui ont été inscrites effectivement à partir de 1946 dans le projet de départementalisation, mais on voit bien que l'État ne met absolument pas les moyens pour réduire ces inégalités. Donc ça fait partie en fait du système de maintenir ces inégalités-là pour rendre ces territoires corvéables, malléables, exploitables, et les populations qui vont avec également dépendantes d'une certaine manière. Donc pour moi, je pense qu'on est vraiment dans un système qui est fait pour produire tout simplement de la pauvreté et du sous-développement. Et ce système-là, il ne peut, à mon sens, que s'accompagner de production de violences sociales. Il ne peut que produire des crises. Et ces crises visent en fait à trouver des moyens à ce système-là de se renouveler, de se recycler, de se reconstruire. Donc pour moi, on est dans des espaces qui sont colonialement construits pour être des espaces en crise systémique, constante, cyclique. Et c'est en ça qu'il y a des répétitions, comme à l'époque, il y avait des répétitions de soulèvements, de révoltes, d'insurrections. Ben, on est aussi dans cette période de concentration des crises avec des correspondances avec d'autres territoires dont les logiques sont effectivement un petit peu différentes, mais qui se recoupent au final. Donc je pense qu'on est dans quelque chose qui est totalement construit et qui est historiquement construit, et tant qu'on ne fait pas un travail sur l'histoire de la production de ces inégalités, on ne pourra pas forcément trouver de réponse. Et d'où le fait que... Parce que là, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la Nouvelle-Calédonie, qui sont en quête d'autodétermination, d'indépendance. Et est-ce qu'on ne donne pas l'indépendance aux Antilles parce qu'à un moment donné... Non, mais on la donnera le jour où elle profitera au béquet. C'est-à-dire qu'il y aura une indépendance de colons un jour. On le voit bien pour la Kanaki. C'est-à-dire que quand on parle déjà de diviser la Kanaki en deux, c'est parce que les colons, eux aussi, sont prêts à assumer une indépendance, mais une indépendance de colons. Okay. Et c'est pour ça que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais doivent aussi se remettre sur la question de l'indépendance, parce que s'ils ne s'y mettent pas, un jour, ces territoires seront indépendants, mais pas dirigés par des indépendantistes. Parce que qui dit... Par des néocoloniaux, comme dans le cas de la France-Afrique, qui est en fait l'étape intermédiaire entre ce que connaissent ces territoires-là et ce que connaissent des États dits indépendants en Afrique aujourd'hui. Parce que tu l'as dit, la France, petit pays qu'elle est, dispose du deuxième espace maritime le plus grand au monde. Et juste pour compléter ce qui était dit tout à l'heure, en fait, l'intérêt de la France, c'est de préserver ces territoires-là de toute influence européenne ou internationale qui serait néfaste. Donc quand on les inscrit dans la départementalisation, on les met dans le cadre de la République, qui fait que ce ne sont plus des territoires à décoloniser. Et ensuite, quand la France entre dans l'Union européenne, dans le projet européen, elle s'assure que ces territoires à elle, ces territoires ultramarins,
ne bénéficieront pas davantage à l'Europe qu'à elle-même. Donc on maintient en fait une politique qui date depuis l'époque de Colbert, de mercantilisme, d'exclusif, de monopole, qui fait que ces territoires-là ne peuvent même pas commercer avec leurs propres voisins et restent dans la dépendance vis-à-vis de la France hexagonale. Et ça se voit aussi sur les transports avec les monopoles de certaines compagnies aériennes, sur tout un ensemble en fait de mécanismes coloniaux. Vous rebondir? Alors oui, peut-être. Vas-y. Vas-y, je rebondis après toi. Vas-y, je t'en prie. Pour aller dans le sens du camarade, concernant effectivement la situation de la France, il y a un autre, peut-être un autre point à prendre en considération, c'est effectivement l'économie française actuelle. Donc les difficultés par lesquelles la France passe, qui fait que, qui porte à réfléchir sur le fait que la France n'est peut-être même plus souveraine d'elle-même. Alors comment pourrait-elle être souveraine dans les îles? Donc ça, c'est une vraie question. Donc quand on sait qu'effectivement, dans cette course au capitalisme, que la France se positionne mal, on se demande effectivement, est-ce que ce système pourrait nous convenir? Nous avions sans doute, encore une fois, on revient sur la question d'identité, d'autres façons de faire, d'autres façons de produire. Et là encore, cette question pourrait peut-être, avec l'exemple africain, simplement, nous apporter des réponses. Donc, au niveau de la position des Antilles, au niveau de l'indépendance, il y a quelque chose qui est mis en place par la France, donc pour pouvoir garder cette position de deuxième au rang mondial. Mais à l'heure actuelle, vu effectivement comment les choses sont en train de se produire, vu que certaines personnes s'interrogent de la légitimité ou du respect des accords avec l'ONU, par exemple, on se demande effectivement s'il ne faudra pas prendre les choses à bras le corps, voilà, et essayer d'accélérer la cadence de la même manière que eux sont en train de le faire, donc en essayant de faire tourner les populations, en envoyant donc la population métropolitaine dans les îles, etc. Je t'en prie. Beaucoup de politesse, c'est bien, j'aime bien cette politesse-là. Justement, je rebondis sur ce que disait le camarade. En simultané, on assiste depuis toujours au grand remplacement. Donc c'est un mécanisme qui a été mis en place bien avant nous. Ah, tu utilisais un grand mot là, le grand remplacement. Ah oui, depuis l'époque du baby-doll de nos parents. Même avant ça. Même avant. C'est programmé depuis 1884. Voilà. Donc ce système est millimétré pour pousser nous, les forces viviers, les jeunes des Antilles, à quitter notre île et venir toujours dans le même processus d'enrichissement de la France. À travers ça, les leviers qui sont la vie chère, forcément, à travers la vie chère, tu ne peux pas lancer un projet d'entreprise parce que tout est trop cher. Donc tu ne peux pas te fournir, tu ne peux pas payer aussi tes ouvriers. Tu ne peux pas aller chercher du boulot non plus. Donc forcément, tout dirige les jeunes à aller se former ailleurs, en hexagone. Donc tout ce processus qui a été mis en place, c'est bel et bien pour que nous quittions nos îles et que eux, simultanément, qui prennent la place. Et on prend un autre exemple. Pendant que nous quittions nos îles, eux, ils ont accès à des postes haut placés. Et lorsque certains d'entre nous reviennent, nous avons peut-être accès à des postes, mais qui ne sont pas des postes influents. Et c'est encore toujours la même spirale. Aimé Césaire parlait à propos de ça, de génocide par substitution à la fin des années 1970. Donc c'est effectivement ces termes-là qui sont à utiliser. Tu as évoqué une dernière chose, tu as évoqué effectivement la dégénérescence d'une partie de la population par le fait de la violence, de la drogue, etc. J'ai envie de faire un parallèle avec l'Amérique latine, tout simplement. Tous les pays qui ont été colonisés, qui ont subi la colonisation, se retrouvent dans cet état. Il y a une question à se poser sur le rôle positif de la colonisation. Juste ça, en fait. Juste ça, le rôle positif de la colonisation, quel est-il lorsqu'on peut établir ce bilan-là? C'était une grande question de M. Fillon, jadis. Positif pour eux, surtout. Parce qu'ils le disent bien, il y a un journaliste qui l'avait dit, la France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais, grâce aux 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime. Donc, voilà.
Du coup, je rajouterais par rapport à tout ce qui a été dit qu'effectivement, quand on parle de structures qui nous empêchent de nous autosuffire, les Antilles telles qu'elles sont aujourd'hui sont construites socialement. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, qui est une classe dominante qui a mis et réduit en esclavage des personnes qu'ils ont déportées de force d'un autre continent, que nous sommes toujours des territoires qui sont censés apporter des richesses à la France. Donc c'est une vision toujours utilitariste et extractiviste qui cantonne nos régions. Et je vais juste faire un état des lieux avec des chiffres pour qu'on s'aperçoive vraiment de l'ampleur du phénomène, à savoir que nous, aux Antilles, on a une surface agricole de 48 000 hectares, donc 30% de l'île. Et sur ces 30% de l'île, en fait, elles sont très mal utilisées, parce qu'il y a des terres qui sont abandonnées parce qu'il y a le chlordécone qui a détruit la terre, donc elles sont abandonnées. Et il y a aussi de plus en plus de lieux touristiques qui grappillent du terrain. Donc ça, c'est un deuxième phénomène. Ensuite, il faut savoir que les principales filières en ce moment, enfin depuis toujours, quoi, dans les Outre-mer, là je vais parler spécifiquement pour la Guadeloupe et la Martinique, parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes, sont que nous avons une monoculture de la banane qui permet d'avoir de la banane sur les étals en France, et une production de canne à sucre qui permet de faire du sucre colonial, comme le disait notre cher ami de Gaulle, ou bien aujourd'hui du rhum AOC. Les principales terres sont destinées à ces cultures-là. Ensuite viennent les cultures vivrières, qui sont très très peu, 3000 hectares, et en plus que des petites exploitations familiales. Et enfin, les secteurs d'élevage de bovins et de caprins. Donc, en fait, structurellement, c'est fait en sorte, tout est fait pour que nous ne soyons pas autosuffisants. Et quand je parle de toutes ces structures, je veux dire aussi qu'il y a des aides qui sont allouées à ces structures. Donc, la PAC et le POSEI. Nous avons le POSEI en Martinique, et le POSEI est très mal réparti. Il faut savoir que le POSEI, c'est plus de 136 millions d'euros fournis pour la culture de la banane, et qui se répartit aujourd'hui, avant c'était en 6 familles, aujourd'hui c'est 4 familles qui touchent le POSEI. 136 millions pour 4 personnes. Et le reste de l'argent est destiné du coup à la petite culture vivrière et à la petite culture maraîchère, ainsi que le secteur d'élevage. Donc avec des répartitions de financement aussi peu équitables, on ne peut pas en fait espérer se dire qu'on sera autosuffisant. Il y a aussi ce point-là en fait à regarder, et il y a aussi ce point-là qu'il faudrait changer, ou du moins peut-être faire en sorte qu'il n'existe plus, parce que une monoculture sur un territoire ne permet pas à ce territoire d'être pleinement en possession de ses ressources. D'où l'existence du RPRAC, et dans son nom, dans l'acronyme, je pense que c'est très bien dit. C'est ça, hein, on est d'accord. Justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Les Békés sont les descendants des anciens esclavagistes qui détenaient les terres aux Antilles, mêmes terres sur lesquelles ils faisaient travailler des Noirs esclaves gratuitement. Ces mêmes Békés sont descendants d'esclavagistes qui aujourd'hui détiennent le pouvoir économique aux Antilles. Ma question est la suivante: les temps ont-ils vraiment changé? Les rôles ont-ils vraiment changé? Je reviens en disant ce qui avait déjà été dit, mais sous une forme différente. Nous parlons de l'exemple de l'esclavage. On a parlé des colons et des descendants de colons qui sont les Békés actuellement. Eh bien, il faut savoir que pendant l'esclavage, ils ont été dédommagés. Dédommagés par qui? Par l'État. Et avec ce dédommagement, ils ont pu construire un empire de richesse, des commerces développés. Et qui s'est retrouvé pris en otage encore et toujours? C'est la même communauté. Donc, ça fait qu'on revient toujours sous différentes formes. Nous sommes colonisés. Si je peux rajouter à ce que tu dis par rapport au Béké, on parle beaucoup d'écologie décoloniale. Les Békés sont une force, sont un groupe. Les Békés sont une force et sont un groupe social économiquement fort. C'est par leur force économique et leur violence qu'ils ont imposé des pesticides aux personnes. Ça veut dire un petit groupe de personnes minoritaires, a décidé de mettre en jeu la vie de millions de personnes sur les territoires pour une manne économique. D'où l'imposition du chlordécone qui a été décidée sous Foccart et après sous
Jacques Chirac, puis Édith Cresson. Donc, on est dans ce transfert-là où nous avons les fers physiques, et à l'abolition, je mets des gros guillemets à ce mot, à l'abolition de l'esclavage, nous avons eu des fers qui ont été cette structure économique, ce choix de produits phytosanitaires imposés à tous, sans aucune répartie, puisque nous n'avons pas le choix, et que c'est imposé. Cette force, ils ont cette force de pouvoir licencier, comme bon leur semble, des ouvriers qui se révoltent. Et là, je vais faire un bref récapitulatif sur la grève de 74, qui nous a mené justement à la création du COADEP. La grève de 74, encore une fois, c'est un exemple de répression violente de personnes qui militent pour leurs droits. Et parce qu'ils se rendent compte que le produit qu'ils utilisent depuis 72, dès 74, il y a déjà des dégâts. Les gens s'en rendent compte. Les femmes qui travaillent sur les champs, les enfants qui travaillent sur les champs, parce que les béquets ont suffi travailler des enfants, des mineurs, sur les champs, les bananeraies. Les hommes qui travaillent sur les champs sont malades, s'en rendent compte et protestent. À avoir des horaires décentes, à avoir une paye décente et à ne plus utiliser ce produit qu'on savait déjà cancérigène aux États-Unis, puisqu'il y a la catastrophe d'Hopewell. Ils étaient totalement conscients de ce fait de toxicité et l'ont quand même imposé. Supposant de notre... comment il dit ça ? Supposant parce que nous sommes une spécificité territoriale. Comme nous sommes une région insulaire, nous avons un caractère qui est spécifique. Donc nous devons faire autrement. Or, il existait déjà des alternatives au paraquat, au chlordécone et à tous les autres pesticides qui existent en Jamaïque. Mais toujours est-il, et toujours pour la même chose, pour que nous puissions produire et amener des richesses à la France, on a préféré faire fi de toutes les formes de vie. Et quand je parle de toutes les formes de vie, je parle de la vie humaine, mais de la vie animale et de la vie végétale pour le profit de quelques-uns, sur des millions d'entre nous. Donc cette domination, elle est bien présente. Elle n'est pas uniquement présente dans la violence, elle est aussi présente dans le sort que nous avons aujourd'hui, à savoir qu'ils nous ont condamnés à vivre sur des terres polluées pour 700 ans, 7 siècles. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne verrons même pas cette réparation, nous serons morts. Peut-être que toute notre descendance sera morte d'ici là, et la terre sera toujours polluée. Où serons-nous dans cette saison? On ne sait pas. On ne sait pas que sera devenu les Antilles d'ici, ce qu'elles seront devenues d'ici là. Et donc, c'est une condamnation qui nous porte déjà sur la tête, en fait. Et j'ai l'impression que dès lors où l'abolition de l'esclavage a été mise en place, ils nous avaient déjà condamnés. Mon ami, je t'ai plus entendu. Les béquets, les Noirs aux Antilles, est-ce que les rôles ont changé? Est-ce que les temps ont changé, selon toi? Est-ce que les temps ont changé? Les béquets, depuis l'époque, non, ça n'a pas changé, puisque il faut savoir que tout à l'heure, on parlait de 1946. Ministère des colonies devient le ministère d'Outre-mer. Il faut savoir qu'on est 1 an avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je fais juste ce petit rappel pour qu'on contextualise. 39-45, la guerre finie, qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Pour refaire revivre chaque nation, pour que chaque nation puisse économiquement se réparer, puis reconstruire, faire une reconstruction nationale dans chaque pays, il a fallu mettre en place des choses. Et il faut savoir que c'est souvent l'économie, c'est-à-dire que c'est souvent l'argent, clairement. Disons les choses clairement, c'est souvent l'argent qui fait que certaines personnes vont mettre des décisions, vont prendre des décisions pour leurs intérêts. Donc en 1946, ministère des colonies, ministère d'Outre-mer, de 1946 jusqu'à maintenant, comme l'a dit Odilon, les béquets ont été indemnisés, les esclaves n'ont pas été indemnisés, on le sait, on a vu plusieurs choses dessus, plusieurs dénonciations, il faut encore le dénoncer, ce qui fait qu'on a fait confiance aux béquets pour pouvoir réparer la France. On a dit aux fils d'esclavagistes, okay, on va vous donner cette confiance pour pouvoir réparer la France. Mais dans leur subconscient, ce sont des esclavagistes, ils n'ont qu'une seule méthode.
réduire en esclavage, et que ce soit de l'esclavage ancien ou de l'esclavage moderne, c'est quand même de l'esclavage. Donc, on est toujours aujourd'hui dans ce registre-là, parce qu'il y a une minorité au niveau des familles qui détiennent la majorité des ressources antillaises, et elles sont aidées. Il faut savoir que, par exemple, ces dernières années, il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui avec la vie chère, il y a ce qu'on appelle l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est-à-dire que tous les produits qui sortent de France prennent le bateau, voilà, pour aller dans les Antilles. À l'époque, c'était nous, les Africains, les Afro-Antillais, qui prenaient le bateau et qu'on était en fond de cale pour aller travailler pour eux. Maintenant qu'on y travaille un petit peu partout, ils envoient la nourriture aux Antilles. Et il y a ce truc, cette taxe qu'on appelle l'octroi de mer. Et eux, ils soutiennent, aujourd'hui la grande distribution antillaise, ils soutiennent que l'octroi de mer, c'est une taxe qui est répercutée sur le produit. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un pack d'eau ici à 2 €, tu n'as pas d'octroi de mer, le pack d'eau il est fait ici. Mais par contre, quand tu vas acheter un pack d'eau en Martinique, le pack d'eau il coûte 11 €. 11 € contre 2 € ici. Dramatique. En sachant qu'il y a des produits qui sont produits en Martinique, la banane par exemple, hein, qui est produit en Martinique, qui sont produits en Martinique, les yaourts, plusieurs types de yaourts qui sont produits en Martinique, qui sont beaucoup plus chers en Martinique qu'en France. Tu vas retrouver le même produit en Martinique et en France, le yaourt produit le produit localement, qui va être plus cher sur la localité en Martinique qu'ici en France. Il y a un problème. Donc, le principe d'octroi de mer, en réalité, c'est une douille, je peux dire ça comme ça. Je t'en prie. C'est une douille. Une carotte. C'est une carotte. Et il y a plusieurs choses qui sont mises comme ça en place pour maintenir ce système colonial. Il faut savoir aussi, concernant sur l'octroi de mer, après on parlera, je pense, de plusieurs autres exemples, qui sont exonérés de 60 millions à 80 millions sur l'octroi de mer par an, en sachant qu'ils font du chiffre d'affaires. Et la grande distribution, dernière chose, avant de laisser la parole, ne veulent pas donner leur compte annuel. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner combien ils font de chiffre d'affaires. C'est obligatoire en France. Chaque entreprise doit donner combien tu fais de chiffre d'affaires par an. Et eux, ils ne veulent pas le donner. Monsieur Hamzat, les temps ont-ils changé? Béquet, noir? Non, les temps n'ont pas changé. Bon, l'abolition de l'esclavage, tout le monde doit savoir que ce n'était pas pour des motifs humanitaires, mais économiques, et que ça a été provoqué aussi par les révoltes et les résistances, notamment des esclavagisés eux-mêmes. Comme aujourd'hui, lorsque les travailleurs se mobilisent et résistent, le système se réadapte pour rendre plus sophistiquée la forme d'esclavage contemporain. Donc aujourd'hui, on a un système qui est tenu par les banques qui contrôlent le crédit, par quelques groupes qui contrôlent tout le secteur de l'import-export. Et donc sur une île, à partir du moment où vous contrôlez ces secteurs-là, ça devient très compliqué. Ensuite, on a effectivement un système de grande distribution qui quadrille ces territoires-là, qui tue les petits commerces, qui enlève la notion de commerce de proximité, rajouté à la nécessité d'avoir un véhicule pour se déplacer. Donc on est vraiment dans un système qui est de nature quasi ségrégationniste, quelque part, à la fois à l'intérieur de l'île, mais entre chacune de ces îles, de ces territoires et l'Hexagone. Est-ce que les choses ont changé? Je pense qu'il y a de la part des Békés une conscience que ce système-là est un système qui peut, à un moment ou à un autre, finir, et que leur stratégie, c'est de voir comment adoucir les formes de domination, comment se positionner sur certaines thématiques ou sur certaines notions, et donc d'essayer de faire, entre guillemets, du social pour masquer toute l'exploitation qui est présente derrière, ou de faire du culturel ou de financer du culturel à ce niveau-là. Et ça pose la question, effectivement, de comment remettre en avant la question des inégalités pour qu'elles ne soient pas vues justement comme des injustices. Parce que ce n'est pas la même chose, des inégalités structurellement construites et des injustices. Et la manière dont parfois les choses sont montrées, y compris par les médias, c'est de faire croire que les Martiniquais ou les Guadeloupéens, les Guyanais se révoltent contre des injustices, alors que ce sont de vraies inégalités. Ce n'est pas des révoltes de colère,
c'est vraiment des révoltes par rapport à un système. Et je pense que c'est un des éléments qui vise justement, de la part des médias, qui vise à décrédibiliser ou à caricaturer les leaders ou les meneurs de ces révoltes-là, en les faisant passer, alors je caricature, pour par exemple des grands enfants qui voudraient le dernier iPhone, la télé grand écran, comme ils le font ici aussi vis-à-vis des quartiers populaires, en disant oui, c'est juste qu'ils veulent avoir accès à cette consommation-là, alors qu'en réalité c'est différent. On ne veut pas nécessairement avoir accès à une forme de capitalisme débridé, une sorte de consommation qui amène tout le monde à s'endetter et à être à crédit, mais plutôt à abattre ce système-là, fait d'inégalités, pour proposer justement un certain nombre d'alternatives qui se développent dans les communautés paysannes, dans certains milieux, dans certains groupes sociaux, dans certaines communes également, qui visent à nous réenraciner dans notre identité, donc la question de l'identité qui revient à ce moment-là, parce que la question de l'identité est liée aussi à la question de la consommation. Ce que tu consommes dit aussi ce que tu es ou ce à quoi tu aspires être ou devenir. Et en même temps, effectivement, la question de qu'est-ce qu'on entend par pouvoir d'achat. Voilà, c'est acheter quoi et c'est quel pouvoir. Et ça, c'est des questions qui sont très politiques aussi, quoi. Si je pourrais juste conclure avec, si je peux, pardon, je t'en prie. Juste conclure avec le fait que là tu as soulevé quelque chose de très important concernant le fait que nous soyons sur l'île, nous dépendions de ces personnes. Effectivement, donc le terme c'est consommateur captif. Le terme parle de lui-même, donc consommateur captif. En fait, on a un lobbyisme qui se fait, donc c'est-à-dire que ce groupement, les différents groupements béquets sont en mesure d'intervenir donc sur les hautes sphères de sorte à pouvoir faire pression et puis donc bénéficier de certaines indemnisations, certains avantages financiers. Donc derrière, effectivement, on a un parallèle peut-être à faire avec le clientélisme que l'on connaît en extrême droite, donc à l'extrême droite ici. Il se trouve que politiquement parlant, en fait, c'est la même idéologie, c'est la même structure. Et pour le coup, on est assez surpris de voir effectivement que derrière, on a un discours donc, qui est tenu par la France, qui est en train donc, d'essayer de mettre en avant le repli, la France aux Français, etc. Enfin, bon, on connaît déjà, ça fait quelques années que ça dure. Mais quid de nous? Puisque effectivement, nous ne sommes pas considérés comme ces personnes. Donc là, encore une fois, il faut considérer que les personnes tenant ce discours savent pertinemment où elles vont et elles savent pertinemment comment elles nous considèrent. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une simple lutte économique. Il y a vraiment une idéologie derrière. On a pour rappel que, ne serait-ce que pour les États-Unis, les nordistes n'ont pas aboli l'esclavage par humanisme, mais surtout parce qu'ils étaient pro-industrialisation, parce que l'industrialisation permettait une meilleure rentabilité. Les hommes, ils n'en avaient absolument rien à faire. On est en droit de s'interroger si, effectivement, les îles sont considérées avec leur peuple ou juste les terres. Alors. Je rajoute juste, effectivement, que par rapport à cette question des grandes familles, en fait, ça rejoint les logiques de ce qu'on appelle les interlocked corporates, c'est-à-dire que aussi bien au niveau des grandes entreprises que des secteurs de contrôle du système, en fait, on retrouve les mêmes personnes dans les mêmes conseils d'administration des entreprises. Donc, du coup, le marché de l'emploi, en plus du consommateur captif, l'employeur, le travailleur est captif. Donc, lorsque vous êtes, entre guillemets, whitelisté quelque part, c'est difficile de retrouver du travail sur l'île par rapport à votre engagement ou par rapport à vos idées. Donc, du coup, il y a vraiment ce contrôle également du marché de l'emploi sur lequel il faut mettre l'accent, quoi. Et pourquoi, depuis tant d'années, ce sujet des béquets était un sujet tabou? Parce que je sais que depuis tant d'années, on sait ce qui se passe aux Antilles. Mais c'est que tout récemment qu'on ose parler des béquets et que même il y a des vidéos de patrons béquets qui dénigrent et qui rabaissent la population noire. Je pense pas. Si je peux me permettre, je dirais que c'est surtout aussi grâce à la révolution numérique, les réseaux sociaux, que les informations se sont vulgarisées. Et nous voyons l'exemple du Air Prague précisément en Martinique et Guadeloupe aussi. Chaque action qu'ils le font, ils n'hésitent pas à le mettre sur la toile. Et ça, maintenant, le gouvernement a quasiment pas... Enfin, ils ont les mains... Ils n'ont pas de contrôle. Ils n'ont pas le contrôle dessus. Et c'est par rapport à cela aussi, d'ailleurs, que
la communauté, je dirais même le monde entier, est informé. Voilà, pour ajouter ce que disait, pour ajouter quelque chose à ce que disait Odilon, effectivement, c'est pas que ça ne sort pas de que maintenant. C'est-à-dire que ce n'était pas un sujet tabou. Ça fait un moment qu'on en parle. Après, ce n'était pas un sujet public. Oui, c'est-à-dire que tout le monde le savait, mais... Voilà, c'est ça. Enfin, il y a des personnes qui le savaient, il y a des personnes qui ne voulaient pas l'entendre, il y a des personnes qui voulaient plutôt le cacher parce que voilà, c'était un trauma pour eux. Et notamment là, aujourd'hui, en ce moment, on a les réseaux sociaux. Et puis, ici, en France hexagonale, on a énormément de cultures. Il y a plein de cultures aussi. Il y a la culture caribéenne, il y a la culture afro-africaine, on a la culture européenne, voilà, on a différentes cultures, culture maghrébine, on a la culture... voilà, il y a toutes les cultures en France, on le sait, espagnol, tout ça, machin. Ce qui veut dire que nous, notre histoire, elle est connue d'une certaine culture. Nous, on la connaît, notre histoire. Tant bien que mal, on a essayé depuis des années d'en parler, mais voilà, c'était un sujet secondaire. Aujourd'hui, ça devient un sujet primaire parce que, de par tout ce qu'on est en train de dire, la France va mal. La France va mal économiquement, la France va mal aussi bien socialement que politiquement. Et ça arrive au même moment, le mouvement émis par le RPRAC revient du moins au même moment. Et là, ça fait un boom. Et là, les gens ils commencent à s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe en Martinique? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a à la fois les réseaux sociaux, à la fois le fait qu'on en parlait avant, mais c'était pas compris. Là, c'est mieux compris. Et à la fois toutes les inégalités dont on fait l'objet en France. Et on rajoute celle-ci. Donc, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais. Monsieur l'électron libre. Bah, je dirais surtout qu'il y a un très gros éveil de conscience au niveau de la communauté. On se doute depuis très longtemps qu'il y a un problème. Puisqu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'on dénonce quelque chose, la première réponse qu'on a, c'est « si t'es pas content, rentre chez toi ». Mais chez moi, c'est où? Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut faire des recherches là-dessus. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puisque, oui, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais on a quand même une histoire caribéenne qui a commencé avant l'esclavage. Il y a toutes ces choses-là qui font que la curiosité t'amène à chercher, tu tombes sur des choses, tu continues à creuser, tu creuses, et tu te rends compte que tu t'es fait avoir depuis le début. Tu vois? Et forcément, on n'a pas tous le même recul à ce niveau-là. Il y en a qui arrivent à l'ingérer, ce genre d'informations. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Martinique. Il y a des gens, au bout d'un moment, ils en ont marre et c'est tout à fait légitime. D'accord? Faut savoir que pour la vie chère, il y a une injonction qui a été envoyée depuis le 1er juillet. Jusqu'au 1er septembre, il n'y avait rien. Et encore une fois, les médias mainstream ont commencé à en parler quand ça a dégénéré. Mais ça a dégénéré pourquoi? Il y a eu la CRS 8. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On connaît leur fonctionnement. Et ça s'est retourné contre les manifestants, en fait. Et c'est toujours le même procédé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport du dominant et du dominé. Et on est quand même en 2024. Donc on nous explique que oui, oui, vous êtes français. Mais à ce niveau-là, je suis désolé, on n'est pas considéré comme tel. Quand on reprend l'affaire des grands frères qu'il y a eu en 2021, Noël Defour a été libéré le 8, comme par hasard, le lendemain. Et en fait, ils l'ont libéré, oui, votre dossier est vide, vous sortez. Mais il a quand même fait 3 ans de prison. Pendant 3 ans, il n'a pas vu ses enfants. Pendant 3 ans, il n'a pas pu travailler. Et j'ai appris même que pendant 3 ans, ils se sont permis de rouler avec sa voiture. Mais tu fais bien d'en parler, car c'était l'une des prochaines questions. Ah ben voilà. Qui est ce fameux O'Neill? Et
Qu'est-ce que cette organisation, les Grands Frères, dont l'histoire a commencé en Guyane, me semble-t-il, si je me trompe pas. En Guadeloupe. En Guadeloupe. Ouais. Parce que je sais qu'en Guyane aussi, il y avait un mouvement à l'époque. Non, Les 500 frères. Voilà. C'est les 500 frères. Voilà, Ouais, c'est les 500 frères. tout. Mais en fait, le dénominatif des Grands Frères, il vient du préfet. C'est lui qui a qualifié cette affaire comme ça. Et c'est parti d'une réunion qu'il y a eu entre les propriétaires des centres commerciaux, les élus, et quelques médiateurs qui avaient de l'influence sur la jeunesse en Guadeloupe. Parce que c'était des gens qui arrivaient à se faire entendre. Au niveau de la jeunesse, ils arrivaient quand même à leur faire comprendre certaines choses. Donc tout simplement, eux, ils se sont investis dans cette cause, puisque là-bas, c'était l'obligation du pass vaccinal. Voilà. Et ils ont organisé une réunion comme celle qui est faite actuellement avec le RPRAC. Sauf que derrière ça, il y a eu des arrestations. Après, il y a eu toute une propagande médiatique en expliquant que c'était du racket en bande organisée sur les élus et les propriétaires des centres commerciaux. Alors que non, en fait. Puisque la réunion a été filmée du début à la fin. Et même les élus et propriétaires des centres ont démenti cette affaire. Malgré ça, Noël Defour, il est quand même resté 3 ans en prison. Entre-temps, sa fille a eu un souci de santé. Elle a dû se faire opérer. Même à ce niveau-là, c'était compliqué pour qu'il aille voir sa fille. Il a été traité comme un terroriste. C'est haute sécurité, tout ce qui va avec. Alors qu'il a juste voulu défendre son peuple, en fait. Donc derrière ça, c'est quoi le message? Nous, on sait déjà. On sait déjà, puisque c'est toujours la même pratique. D'ailleurs, le nouveau ministre de l'Intérieur a annoncé la couleur, puisqu'il a dit qu'il voulait s'occuper d'un soi-disant délinquant qui sortait de 4 ans de prison. Ça veut dire quoi? Il a déjà fait sa peine. Donc je vois même pas pourquoi il en parle, en fait. Et c'est toujours les mêmes pratiques. On l'a vu aussi en Nouvelle-Calédonie. Les leaders certains leaders ont été arrêtés et ils ont été transférés en Hexagone. Et c'est ce qui est fait tout le temps. Et ça rajoute encore au ras-le-bol de la population. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais en fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça sera toujours le même procédé. Donc vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? Si je peux me permettre de rajouter à ce que tu dis, mais je voudrais faire un parallèle avec ce que tu dis, parce que ça me fait penser à quelque chose d'historique. Pendant les faits d'esclavage, de déportation et de colonisation, les colons qui arrivaient dans les pays d'Afrique avaient pour habitude de soumettre le chef, les rois de certains groupes, de tribus, pour justement obliger toute la cour et ainsi que tous les sujets du roi à se soumettre. Ils avaient pour habitude de couper la tête du roi et de l'exposer sur un tableau. Tellement fiers de ce qu'ils faisaient, ils en ont pris des photos. Aujourd'hui, on les retrouve encore, en fait, ces photos d'exposition où ils posent fièrement à côté de vingtaines de têtes coupées, tous empilées sur un tableau. Et j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Alors peut-être qu'ils ne coupent plus de têtes aujourd'hui, physiquement, mais ils coupent des têtes de manière symbolique en déportant nos militants et les gens qui revendiquent les droits pour nous et pour notre dignité. Ils les déportent ici. Donc je me dis que ça m'a fait penser à ça, à ce parallèle-là, et de me dire que finalement, bien que la méthode ait changé, le fond reste le même. Il s'agit toujours de violence et de répression sur des populations qui ne leur sont pas semblables. Voilà. D'ailleurs, le dernier... On va juste rebondir aussi sur un parallèle qu'a fait le camarade aussi. En 2019, qu'a-t-il eu? Le Covid-19. Et pendant cette période... C'est bon? Oui. Ok. Et pendant cette période bien précise, où le peuple Guadeloupe-Martinique s'est soulevé contre la vaccination obligatoire, qu'ont-ils fait? Ils ont fermé tous les autres axes et ils ont laissé les Outre-mer ouverts pour que les gens puissent aller les contaminer. Donc ça démontre encore une fois la considération qu'a la France envers les ultramarins. Et le dernier en date, la dernière tête coupée, si je peux dire, la dernière tête qui est en train d'être coupée en date, c'est Volcan
Volcan, c'est militant, martiniquais. Voilà, dans le mouvement, là, pas plus tard qu'hier, il me semble, hier ou avant-hier. Hier, ouais. Hier, il y a eu un mouvement au niveau de l'aéroport en Martinique, l'aéroport de Martinique. Non, l'aéroport, c'est avant-hier, ouais. C'est avant-hier. Ouais, c'est Voilà, avant-hier. il y a plusieurs personnes qui sont allées sur le tarmac pour protester, pour bloquer l'aéroport. Exactement comme ce qui s'est passé en Corse, il y a quelques semaines. La Corse. Pourquoi ils ont bloqué l'aéroport, sinon les gens ne risqueraient pas de suivre? Pourquoi ils ont bloqué l'aéroport? Vas-y, dis. Il y avait des arrivées des nouveaux effectifs de CRS 8, si je ne me trompe pas. Non, c'était la gendarmerie. La gendarmerie, parce que je pense qu'ils ont déjà ramené beaucoup de CRS 8. Ouais. Ils ont fait débarquer un nouveau effectif de gendarmerie sur le tarmac en Martinique pour renforcer les effectifs qui sont déjà présents. Et à la suite de ça, voilà, mouvement populaire, on est toujours dans le populisme, on n'est pas dans la violence, il n'y a pas de gens avec des fusils à pompe dans la rue, hein. On est toujours sur le populaire. Ils ont saisi une vingtaine de personnes, ils ont demandé les identités de toutes les personnes, et bizarrement, il n'y a qu'une seule personne qu'on a mis en prison, c'est ce dénommé Volcan qui est militant, reconnu en Martinique. Donc voilà, en fait, clairement, ils veulent couper des têtes. Et en sachant que, en parlant de répression, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont suivi le mouvement depuis le début, depuis quelques mois, les mouvements du RPRAC, savent que c'est un mouvement populaire, un mouvement, c'est pas un mouvement violent, c'est un mouvement pacifique. Depuis le 1er septembre, il y a eu des soulèvements qui sont légitimes en France, hein. Il y a des soulèvements partout. Mais ces soulèvements-là, lorsque le peuple martiniquais a demandé l'alignement des prix parce que la Martinique veut manger correctement, au lieu de leur donner une réponse, la grande distribution leur a donné du silence et l'État leur a envoyé les CRS. Comment ça se fait qu'on demande de manière populaire d'arranger les choses dans un pays, sur une île? Tu dis rien et t'envoies les CRS. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais juste rebondir sur un fait qui s'est passé, justement, hein, qui emmène encore à deux poids deux mesures, à une vision différente que l'État encore. Les Gilets jaunes, ils ont manifesté aussi. Alors, les Gilets jaunes, quand ils manifestent, c'est une manifestation. Et quand ce sont les Outre-mer, c'est une émeute. C'est vrai que les termes sont importants. Voilà. Donc historiquement, je pense que c'est important de quand même rappeler la racine, c'est-à-dire que la France est vaccinée par rapport à Haïti, et le premier déporté, c'est Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture a clairement dit que les racines de l'arbre de la liberté sont nombreuses. Donc il y a eu des Dessalines, il y a d'autres qui ont fait le travail par la suite. Et ça, c'est la première décolonisation de l'histoire de France. Donc depuis, tout le fonctionnement de l'État français, c'est de ne pas arriver à une situation qui soit de type révolutionnaire comme en Haïti, où le fait que très rapidement, elle va envoyer les armes lourdes, la répression, et ne laisse pas s'installer la possibilité d'une situation révolutionnaire, parce qu'on est dans un espace qui a connu des révolutions, la révolution haïtienne, la révolution cubaine. Ce sont les peuples martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais, kanaks, sont des peuples potentiellement fortement révolutionnaires, et l'État français ne peut pas se le permettre. Et donc, il ajuste sa répression de manière parfois, locale et ensuite proportionnée ou disproportionnée. On peut faire le parallèle d'ailleurs avec le film Ni chaîne ni maître, où au départ on envoie en fait une chasseuse d'esclaves faire le travail, elle n'y arrive pas, et qu'est-ce qu'on envoie à la fin? On envoie l'armée. Donc c'est vraiment ce système-là qui, depuis le XVIIIe siècle, est appliqué. On envoie l'armée pour établir l'ordre, parce qu'on considère que les peuples de ces territoires-là doivent rester dans un certain, dans un certain cadre, et que dès qu'ils en sortent, il faut couper les têtes qui sortent. C'est ça. Et c'est ça depuis très longtemps. Je t'en prie. Je veux juste rajouter un petit détail. Le ras-le-bol, en fait, il ne date pas de septembre. D'accord ? Ça a commencé depuis l'épisode qu'on connaît tous, du fameux virus, où ils se sont permis d'attendre 5 semaines pour envoyer des bouteilles d'oxygène et 48 heures pour envoyer le RAID et le GIGN. Voilà, tout simplement.
Merci d'avoir rappelé ça parce que ça a tendance à sortir des esprits. Et c'est ce qui nous a fait qu'on s'est rencontrés, c'est cette mobilisation première. Et juste pour revenir aussi sur la question des béquets, pourquoi on n'en parle pas? Parce que les gens n'osent pas dire les choses, c'est-à-dire qu'il y a du racisme, et il faut en parler, c'est du vrai racisme. Et voilà, et les gens veulent être peut-être parfois convenus, on est dans la créolité, dans le métissage, tout le monde est ensemble, mais non, c'est pas ça, il y a du vrai racisme, et il faut en parler, parce que ce système d'exploitation capitaliste, il repose précisément sur du racisme. Ce n'est pas n'importe qui est mis dans des situations de précarité. Les choses sont pensées. Et la Martinique, la Guadeloupe et différemment la Guyane ou la Kanaké et la Réunion sont des laboratoires de ces politiques racistes. Et du coup, selon toi, l'action des grands frères, leur PRAC, c'est ça? Airprac, les 500 frères jadis en Guyane, en termes d'efficacité, est-ce que leurs actions sont-elles comparables à, on va dire par exemple, à celles des Black Panthers à l'époque, selon toi? Alors moi, je pourrais pas je pense que ce sont des actions qui sont nécessaires. Après, est-ce qu'on est dans le même type d'organisation? Les Black Panthers, en fait, ils utilisaient des éléments du système institutionnel américain, comme le droit de s'armer, de porter des armes, contre le système. Donc, dans quelle mesure a-t-on étudié le système que l'on affronte pour en identifier les failles et pour le retourner contre lui? C'est un élément qu'il faut se poser. Maintenant, le parallèle qui est évident, c'est que de la même manière que les Noirs aux États-Unis ont toujours été l'ennemi numéro 1 du gouvernement américain, il faut se poser la question des Noirs de France vis-à-vis du gouvernement français, d'une certaine manière. Pas moins de 38 gendarmes et policiers blessés, une gendarmerie et 550 voitures incendiées. La Martinique connaît de vives tensions sur fond de protestation contre la vie chère. Le préfet a décrété le couvre-feu pour éviter le chaos. En l'espace de quelques jours, sur fond de protestation contre la vie chère, l'île antillaise a vécu une succession de révoltes, de nuits de pillages et d'incendies. Il y eut mai 68 en métropole, mais avant, il y eut mai 67 en Guadeloupe, avec son lot de violence et tout ce qui s'en est suivi sur fond de protestation contre le racisme. Ma question est la suivante à tous. Piller, incendier, même sur fond de protestation contre la vie chère, amène-t-il le changement? Est-ce la solution? Si je peux me permettre, c'est une vision globale. La violence en elle-même n'est pas constructeur. Mais sans elle, elle ne permet pas d'avoir d'évolution et surtout de changement. Je m'explique. Personne ne veut qu'il y ait violence ou quoi que ce soit. Personne ne veut qu'il y ait destruction. Mais cependant, ça permet de faire réagir certaines personnes qui sont au pouvoir parce qu'ils savent qu'ils perdent de l'argent. Je ne suis pas pour la violence. Personne n'est pour la violence. Mais quand on regarde bien toutes les actions pacifiques qui se font, ils ne bougent pas. Mais quels changements ont apporté, par exemple, mai 67, ou même la grande grève en 2009 avec le mouvement LKP? Il y a eu des tensions et de la violence. Qu'est-ce que ça a apporté en termes de changement? Voilà. Pour moi, comme le disait Lucien et ainsi que d'autres camarades, nous sommes dans la continuité du combat. Donc, pour être plus récent, 2009, ça a apporté pendant 3 ans 200 € dans la poche des Antillais. Et il y a eu aussi la baisse du carburant. C'est quand même pas négligeable. Et ensuite, ce qui aurait peut-être fallu, c'est qu'il y ait continuité encore, qu'on poursuit. C'est tout simplement ça. Après, on poursuit en 2024. Et là, pour moi, c'est le moment décisif. C'est le moment décisif que toutes les îles se réunissent. Alors, pour poursuivre, tu as commencé la question par un état, et voilà, un état de fait. 38 blessés, honnêtement, je me suis arrêté à ça. 38 blessés. C'est des chiffres. Oui, non, je sais, c'est pas toi, mais je sais que voilà, tu fais un très bon travail de recherche. 38 blessés au niveau de 38 policiers blessés. Mais combien de blessés
parmi la population martiniquaise. Et il faut savoir qu'on est déjà à 3 morts, je crois, depuis le début, depuis le 1er septembre. Là, on est au début octobre. Donc, en moins d'un mois, 3 morts. 3 morts au niveau de la population martiniquaise. Tués dans les rassemblements. Alors, je ne veux pas m'avancer sur certaines choses, mais il me semble que la police y est pour quelque chose. Donc, il y a 38 blessés. Du côté de la population, on a déjà 3 morts. Et combien de blessés? On n'a pas fait le compte. On n'a pas fait les comptes ne sont pas bons. Donc, il faut faire les comptes au niveau de la population aussi. Et je sais que la plupart des médias mainstream, ils font leur taf dans leur sens. Voilà, ils vont mettre les chiffres qui les intéressent, les chiffres qui intéressent leur patron. Et c'est bien qu'on ait des médias comme le tien pour pouvoir parler de choses, de vrais chiffres. Et en tout cas, il faut le savoir qu'il y a 38 blessés, mais de l'autre côté, il y a énormément de blessés de la part de la population et aussi des morts. Justement, j'ai émis ces chiffres qui viennent de médias mainstream afin qu'on relève ce que tu viens de dire. C'est ça. Voilà. Mais en fait, ils sont dans leur rôle. Puisque, encore une fois, ils jouent sur l'émotionnel. Et ça fonctionne. Puisque les gens se disent, ah là là, il y a eu des morts, il y a eu des maisons brûlées, il y a eu, la gendarmerie, Mais, bizarrement, dans ce sens-là, personne ne demande le contexte, en fait. Tu vois. Il y a des bâtiments qui ont été brûlés, où sur les vidéos, on voit bien que ce n'est pas les manifestants qui l'ont brûlé. Ça a été la même chose en 2021. Il y a un bâtiment qui avait brûlé, un bâtiment en bois. On a bien vu que c'était les galets de lacrymo qui avaient mis le feu. Il y avait eu ce souci-là aussi sur Paris, dans une manifestation, un restaurant qui avait eu sa tonnelle brûlée avec les galets. Mais malheureusement, comme je dis, l'émotionnel fait que tu ne fais pas attention à tout ça. T'entends, il y a eu ça, il y a eu 38 morts. Moi, ce que je retiens, alors c'est malheureux qu'il y ait quand même 38 blessés, mais je trouve ça inadmissible qu'un représentant du peuple soit blessé pour avoir demandé d'aligner les prix par rapport à l'Hexagone. Je trouve ça honteux de frapper une femme et de lui faire perdre une dent parce qu'elle demande l'alignement des prix par rapport à l'Hexagone. Et je trouve ça aussi honteux d'essayer de mettre une femme en garde à vue pour les mêmes raisons. C'est ça le truc. Comme Hamzat, Non, moi c'était juste pour réagir, pour rappeler que sur mai 67, officiellement, il y avait eu 7 morts, mais des historiens... Il y en a plus que ça, ouais. Le sang, quoi. Ouais, c'est pas nouveau non plus, le fait de... C'est ça. Comme la Kanaki, d'ailleurs. Parce que la Kanaki, c'est exactement le même phénomène qu'elle subit. On a eu la chance de pouvoir avoir des personnes donc, suffisamment informées par le biais des lives. Donc, ils sont passés par des subterfuges, disons, pour pouvoir donc, nous permettre d'assister à ce qui se passait. Et effectivement, les chiffres étaient bien plus élevés que ceux qui étaient donc affichés par les médias. Par contre, là, on est sur, on se rend compte quand même qu'on a des institutions qui sont dans le fantasme bonapartiste. C'est-à-dire qu'en gros, on réunit les peuples, on les fédère, on leur impose cette façon d'être, cette façon de fédérer, et on en oublie leurs particularités, leurs singularités. J'ai envie de dire qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y a Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, mais même sur le territoire français, la France a ses problèmes. Dire ça. Donc, elle a ses problèmes qui sont latents, voilà. Le fait est que derrière cette façon de faire, donc, qui impose, on se demande encore une fois si, en termes d'éducation, on a un gouvernement qui nous parle tout le temps de consentement, qui parle de choses comme, de la non-violence. Et puisque c'était quand même le mot d'ordre, on a eu un ministère qui a été créé, etc. Et on se rend compte que finalement, ces personnes appliquent des actions qui sont complètement contraires à leur discours. Donc, on n'est pas dans le consentement. Voilà. Donc, vous êtes français et vous n'avez pas d'autre choix que de vous plier au système français.
avec toutes ses singularités, ses particularités, toutes ses difficultés. Et on n'a pas le choix, on n'a pas le droit, quelque part, d'exprimer que les choses pourraient être faites de meilleure façon si on était peut-être écouté ou si l'organisation était différente. Donc là, encore une fois, on se demande si le problème... Alors, bien sûr que ce sont les instances françaises, mais qui dans les instances françaises, puisqu'on ne va pas condamner non plus tout le monde, mais qui dans les instances françaises a vraiment la main sur les choses? Encore une fois, on fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment en Palestine, puisqu'il y a eu une convergence. On sait très bien que dans les dernières manifestations, on s'est retrouvés tous ensemble. Donc il y a eu une convergence. On a l'impression que les hautes autorités ne sont absolument pas écoutées. Donc que ce soit l'ONU, la CPI, enfin voilà. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est la question. Et c'est ce sur quoi en fait le EURPRAC et les différentes associations, parce que le EURPRAC là encore, on parle beaucoup du EURPRAC, mais le EURPRAC n'est pas seul. Comme vous avez vu, ne serait-ce qu'à cette table-là, il n'y a pas que le EURPRAC. Donc dans toutes les manifestations, vous avez des groupes de réflexion, des personnes donc, qui sont à même d'amener du changement, amener des idées. Et je pense que pour le coup, c'est notre devoir de faire bouger les choses, puisque de toute façon, elles ne bougeront pas. Et on va trouver le moyen de les faire bouger, d'une manière ou d'une autre. Quand on parle de violence, d'accord, on parle de violence, on doit surtout parler de violence institutionnelle avant. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui, par sa façon de faire, par sa façon d'affamer le peuple, etc., par son mépris, son manque de considération, est violente. Donc, est-ce que le violent, c'est celui qui finit par brûler, ou celui qui a provoqué cette colère-là de la part du peuple? Grande question. Voilà, j'aimerais... Honneur. Je t'en prie. Si je peux rajouter, on parle de casse et on ne se demande pas aussi qui est à l'origine de ces casses. Parce que comme on l'a déjà vu ici en Hexagone, les casses ont souvent été le fait de Black Blocs. On s'est rendu compte que finalement, c'était des policiers qui se déguisaient pour aller casser, pour pouvoir décrédibiliser les mouvements venant des mobilisations populaires. Du coup, la question est, est-ce que ce n'est pas la même situation? Est-ce que ce n'est pas analogique du coup à ce qui se passe actuellement en Martinique? Alors, il y a peut-être des faits qui sont de nos propres faits, du fait d'exaspération, puisque c'est peut-être notre seul moyen actuellement de revendication, effectivement. Mais je ne pense pas que tout soit le fait du peuple martiniquais, qui est très intelligent, qui sait très bien ce qu'il fait. Je ne pense pas qu'il irait casser impunément, tout en sachant que ça ne lui apporte rien. Puisque, comme l'a dit Chris, et je rebondis sur ça et je martèle sur ça, le EURPRAC a toujours dit qu'il faisait les choses de manière pacifique, que nous sommes totalement habilités à parler, nous sommes pleinement conscients de notre intelligence, nous pouvons parler. Donc, je ne veux pas qu'on se dise et qu'on ressorte d'ici en disant ouais, peut-être qu'ils cassent parce qu'ils n'ont que ça. Oui, c'est un moyen aussi, je l'entends, mais n'oublions pas ce que l'EURPRAC a dit, à savoir mobilisation pacifique. Et sachant qu'il y a des gens qui agissent sous couvert de faux drapeaux, posons la question, encore une fois, de qui sont les réels casseurs. C'est très important. Et autre chose, on entend souvent le logos que nous devons prendre notre indépendance. Moi, je voudrais qu'on retourne cette façon de penser et qu'on se dise, est-ce que ce n'est pas à la France de prendre son indépendance des pays d'Afrique qu'elle a colonisés et du coup des pays d'outre-mer qu'elle a également colonisés, puisque je pense qu'elle est grande, que c'est un beau pays qui peut s'en sortir seul, qui n'a pas besoin d'avoir de colonies pour s'en sortir. Arrête de rigoler. Mais je pense que c'est un pays qui est très fier de son histoire. Et je pense que ce serait peut-être bien qu'il soit fier de son histoire avec son propre pays. Qu'elle se concentre sur son terroir. Voilà, je pense qu'elle devrait se concentrer sur les problèmes qu'il y a ici. Il faut savoir que la France a énormément de taux de chômage, que les étudiants ne mangent pas à leur faim, que les retraités sont maltraités dans les maisons de retraite. Il y a beaucoup de choses, que leurs agriculteurs ici en Hexagone se suicident. Il y a un suicide tous les 3 jours dans le milieu agricole et on n'en parle pas. Donc je pense que la France devrait se recentrer sur les soucis qu'elle a au sein de l'Hexagone et justement peut-être prendre son indépendance des autres territoires. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est sa soif d'impérialisme, mais ça, c'est un autre débat. Et je reviens sur ce qu'a dit le camarade. On s'attarde souvent à voir la violence matérielle. Mais quand on
Quand on met une hausse des prix, c'est violent aussi pour le consommateur. Quand on empoisonne son sol, c'est également violent parce qu'il ne peut pas s'auto-nourrir. Quand il ne parvient pas à trouver du boulot, qu'il est obligé de s'expatrier en extérieur, c'est également une forme de violence. Tout ça, ce sont des violences qui emmènent forcément à des réponses indésirables, aussi, peut-être aussi pour les gens. Et souvent, on s'attarde sur la violence matérielle, mais je me dis qu'il y a d'autres formes de violence. Et je pense, sans prétention, que nos Antillais qui vivent chez nous, ben, ils en ont subi pas mal de violences. Ils en ont subi. Et nous en sommes là, ben, c'est l'heure de la réponse aussi. Toutes ces violences. Et pour revenir sur ce qu'a dit la camarade Lilith, eh bien, oui, concernant la France qui devrait peut-être prendre son indépendance par rapport aux îles, ben oui, parce que nous pouvons nous autosuffire, parce que nous avons l'exemple aussi de la Guyane. Hein. Ben, il y a 100 tonnes d'or par an que la France se permet de prendre en toute impunité. Tout ça, ça forme des richesses que nous, entre nos îles, nous aurions pu créer une force et une richesse. Hein. Et ce n'est pas pour rien qu'elle ne veut pas nous laisser tomber. Et quand on élargit ce sujet, on va sur la terre-mer, Afrique, ben, ce n'est pas pour rien aussi qu'elle veut se défaire. Elle veut pas lâcher l'Afrique. Sans parler du pétrole aussi en Martinique. Voilà. Du pétrole en Martinique. Mais est-ce que sur les questions d'évolution institutionnelle, c'est vrai qu'on est passé d'une époque où il était question de parler d'indépendance, c'est une période où on a parlé d'autonomie, puis aujourd'hui on va parler de décentralisation. Donc c'est vrai que l'État joue beaucoup pour en fait évacuer la question de la décolonisation. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on a un État qui est en réalité surprésent, hyper présent dans ces territoires-là, c'est-à-dire que c'est des territoires surveillés, c'est des territoires militarisés, je pense que c'est important de le rappeler, et également fonctionnalisés. Et je pense que ce sera très compliqué de s'en sortir avec notamment un certain nombre d'élus, alors j'ai rien contre eux personnellement, mais qui sont issus de cette fonction publique et qui vont être confrontés à ce que Cabral appelait le suicide de classe. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, quand vous accédez à des fonctions d'élus, de représentants du peuple, mais que vous êtes socialement issus d'un corps qui défend les intérêts de l'État, il faut, je dirais, opérer ce suicide de classe. Donc il faut aussi une révolution politique, mettre en place ou aider à construire de nouvelles élites ou forces politiques qui seront davantage indépendantes et autonomes du système contre lequel on voudrait qu'elles se battent. Et ça pose la problématique de l'insertion de nos forces vives politiques dans le cadre dit républicain, dans le cadre parlementaire. Il y a le fils de Tjibaou, je crois, un premier indépendantiste qui arrive à l'Assemblée nationale. Donc tous ces discours-là, on a vu le parcours de Taubira, tous ces discours-là et ces positionnements, ces postures posent également la nécessité pour moi, sur les générations qui viennent, vraiment de penser le projet politique. Parce que l'indépendance, c'est un projet politique qui doit se penser. Et on est sur des territoires qui, on parlait tout à l'heure de l'identité, qui doivent se définir ou pas en termes de nation, parce que je pense qu'il y a un nationalisme martiniquais, il y a un nationalisme guadeloupéen, on le voit avec les affaires des drapeaux, mais y a-t-il une nation qui va avec? Et dans quoi mettre cette nation-là pour que ce ne soit pas un État-nation qui nous met sous la coupe de l'État français, mais nation-État? Et c'est en ça que l'union des territoires de la Caraïbe est, je pense, très, très importante. Mais est-ce que le risque, c'est pas de finir comme Haïti? Vous l'avez senti la question, vous l'avez senti, elle allait bien. Elle allait arriver la question, vous l'avez senti. C'est des questions qui fâchent et la vision tu vois, c'est pas très sympathique. Non mais j'essaie d'exprimer la pensée, c'est-à-dire que si je peux me permettre, Haïti a été parasité dans son évolution. Voilà. Ouais. Est-ce que le risque, c'est pas de finir comme Haïti avec ce parasitage dans son évolution? Oui, c'est ça, le parasitage. Voilà. Je t'en prie. Si je peux me permettre, déjà, nous devons tous avoir un grand respect pour ce peuple-là, qui a aidé notre communauté à se libérer dans l'histoire. Ensuite, Haïti n'est pas pauvre pour rien, c'est voulu, nous le savons tous, et c'est pas pour rien. Car ils ont également des ressources de richesse. Ils ont du cobalt, ils ont du pétrole, ils ont des diamants. Et tout cela, ça intéresse l'Hexagone. Donc, d'où la nécessité de les maintenir toujours dans la pauvreté. Et ce qui nous paralyse, nous, c'est parce que, encore une fois, on nous a martelé à l'image, avoir son autonomie ou l'indépendance totale, on va devenir comme les pays les plus pauvres. Or que non,
c'est voulu de maintenir ces pays-là sous la pauvreté. Et on parle d'Haïti. Il faut savoir qu'Haïti aussi, c'est nos frères. Hein. C'est nos frères et sœurs. On a parlé de la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Haïti, ce sont nos frères. Moi, je sais que ma grand-mère maternelle est haïtienne. Et c'est vraiment nos frères. Ils ont été déportés aussi en Martinique, en Guadeloupe et tout. Et dans l'histoire, alors je ne maîtrise pas exactement, je ne maîtrise pas bien les dates, mais dans l'histoire, Haïti s'est révolté. Ensuite, l'armée française est revenue en disant à l'Haïti « Ah, mais vous avez une dette envers nous. Ouais. » Et c'est à partir de cette dette-là que d'une part, la France est enrichie. On a vu dernièrement sur les réseaux sociaux tourner le fait qu'Haïti a contribué à la construction de la Tour Eiffel. Voilà, un peuple aussi pauvre comme ça, comment se fait-il qu'il ait contribué à la construction de la Tour Eiffel? Donc, ça émet des questions. Et pour répondre aussi à ta question, est-ce qu'on va pas finir comme Haïti, ou est-ce que voilà, il n'y a pas qu'Haïti aujourd'hui qui est victime des attraits néfastes. Aujourd'hui, pour prendre un pays africain, le Congo, c'est un pays qui est catégorisé comme le pays le plus riche en matière. Pourtant, aujourd'hui, il est un petit peu, il est tiraillé par plusieurs choses. Il n'a pas son entière souveraineté, parce que la plupart des ports qui sont en zone côtière, ce sont des ports qui sont détenus par des Français. Donc, sachant qu'ils sont indépendants aussi. Donc, il y a, comme disait Lilith, on revient à ce que Lilith disait, il y a ce revers, et il y a ce... En fait, il faut prendre les choses à l'envers. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la France prenne son indépendance? Une vraie question. C'est vrai, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre qu'une telle grande puissance n'arrive pas à trouver les coupables de la mort de Claude Jean-Pierre, n'arrive pas à trouver les responsables de la mort de Kylian au début de l'année, qui a pris 12 coups de taser. Il en est mort. N'arrive pas à nous expliquer comment Ronnie a pu prendre 8 balles au début de l'année aussi. C'est toutes ces questions-là. Moi, j'irai dans le sens de tous les collègues. C'est à eux de prendre l'indépendance. Puisque visiblement, c'est grâce à eux qu'on est là. La CAF, le RSA... C'est à croire que c'est des systèmes qui ont été créés que pour nous. On les entend parler. Non, mais c'est vrai, parce que ce soit sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, dès qu'on commence à hausser le ton, qu'on commence à dénoncer des choses, c'est oui, mais quand même, vous avez la CAF, le RSA, les acédiques. C'est le fantasme qui a... Aussi dit, grâce à nous, vous mettez des chaussures. Hein. Je tiens à le préciser. Oui, et puis alors dernièrement, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un qui disait, mais quand même, grâce à la France, vous avez des routes. Je dis, ouais, effectivement, parce que nos ancêtres, ils tournaient en rond avant. Parce qu'ils n'avaient pas de route. À un moment donné, il faut arrêter. C'est, en fait, ils essaient de consolider l'idée que avant la France, on n'existait pas. Alors que, quand on regarde dans l'histoire, avant la colonisation, il y avait des peuples qui vivaient très bien, qui étaient indépendants. Donc pourquoi ça ne serait pas possible aujourd'hui? Moi, c'est ça la question que je me pose. Justement, on arrive à la fin tout doucement de notre entretien. Mais alors, je t'en prie, pour finir, bien sûr qu'on va clôturer. Mais concernant Haïti, alors il y a une question à se poser. Hein. Donc on a effectivement la dette que la France a réclamé donc auprès d'Haïti. On a l'or qui a été volé par les Américains, donc ça on sait. On a aussi un président qui a perdu la vie comme ça aussi, parce qu'il faut dire les choses. Et comment se fait-il qu'un pays si pauvre qui ne fasse pas envie se retrouve avec des ghettos européens, comme au Rania, en Afrique du Sud? Comment se fait-il qu'à Haïti, il y ait des villes uniquement avec des Européens, des villes donc qui sont plutôt tournées upper class, et qu'on considère que le pays soit pauvre? Voilà, donc d'où viennent ces richesses? Pour Haïti, je pense que c'est important aussi de rappeler la problématique de la République dominicaine, parce qu'on est quand même sur une même île. On voit bien le traitement très différentiel entre les deux pays.
Je crois que c'est important de le soulever. Alors, l'une des craintes à l'époque d'Aimé Césaire, c'était que la Martinique tombe sous la coupe des États-Unis. Donc, effectivement, il y a toujours aussi cette question de l'impérialisme américain qui est très fort. C'est-à-dire que les autres îles qu'on dit indépendantes dans la Caraïbe, c'est des néocolonies américaines. Ouais. La Jamaïque, elle est drivée par les Américains. Donc, il faut bien en avoir conscience, mais ça ne doit pas être, je pense, un obstacle à partir du moment où on développe une identité et une vision. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important aujourd'hui, penser la question de la décolonisation et vraiment la solidarité avec Haïti. Je pense que tant qu'on n'aura pas réglé la question de Haïti, ça va être relativement compliqué parce qu'elle va avec celle des réparations. Et je ne pense pas qu'on puisse poser la question de l'indépendance sans passer par les réparations et inversement. Donc c'est pour moi dans ce sens-là qu'on devrait plutôt aussi creuser. Et puis le dernier élément, évidemment, c'est le raccrochement à l'Afrique. Donc quand on dit que si ces territoires deviennent indépendants, les Américains vont arriver, c'est comme quand les Français disent oui, mais si on quitte Bamako, les Russes et les Chinois vont arriver. Donc c'est-à-dire qu'ils ne considèrent même pas qu'on puisse nous-mêmes être indépendants par nous-mêmes pour nous-mêmes, mais qu'on serait forcément l'objet des gens en Azerbaïdjan qui nous manipulent, etc. Donc je pense que c'est important vraiment de développer une vision claire et de dévoiler tous les subterfuges de l'impérialisme français dans le contexte de ces colonies qui en sont sans en avoir le nom. C'est surtout le dialogue du fait que nous sommes encore à leurs yeux de grands enfants qui ne savons pas nous gérer et comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas en mesure de prendre nos propres décisions alors qu'on l'est totalement. Et c'est bien parce qu'on prend nos propres décisions qu'on décide de faire avec d'autres personnes. Mais tant que ce discours-là sera encore présent, eh ben effectivement, surtout ici, la visibilité est un peu trouble sur ce qu'on peut faire par la suite. Il faut que les gens aussi ici se rendent compte que non, nous ne sommes pas de grands enfants, nous sommes totalement armés et conscients de notre histoire. Nous sommes totalement armés et conscients de ce que nous voulons pour nous. Tout peuple veut vivre dans un endroit décent, veut vivre de manière décente. Et je pense que nous sommes totalement légitimes de l'imposer. Je ne dis même pas de le demander ou de le réclamer, mais de l'imposer. Parce que là, il est temps d'imposer aussi notre vision des choses. Justement, ce que tu dis fait écho à ma dernière question. Pour aller dans le sens de l'élite, hein, effectivement, on fait face à un système qui n'est pas le nôtre. Ce qui n'est pas le nôtre, c'est pas notre vision, c'est pas du tout notre cosmogonie, on ne voit pas les choses de la même manière. On nous a demandé simplement de rentrer dans une course alors que les différents participants avaient déjà pris de l'avance. Donc il faut savoir que ça profite, il faut rappeler que ça profite. On a besoin d'une dépression, on a besoin que certains soient payés moins cher pour que d'autres puissent en bout de chaîne avoir des milliards. Voilà, donc encore une fois, ça pose la question du système mondialiste dans lequel nous sommes malheureusement intégrés. Donc, au point de vue économique, là encore une fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ma dernière question, je vais vous demander de répondre de manière assez succincte. Récemment, dans le dernier épisode du programme Les Funérailles des Tabous, dont l'un des invités était l'éminent M. Élie Domota, l'élite ici présente a exprimé ceci. Nous sommes une race issue de viol et nous sommes un peuple créé dans un but économique pour la manne française. Nous avons encore cette mentalité d'esclave. Il faut plaire au maître. Il faut que le maître nous aime bien. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se désaliéner. Qu'en penses-tu? Oui, effectivement. Enfin, là, on rentre dans l'intimité de notre peuple. Hein. On rentre dans l'intimité. Et oui, pour le coup, effectivement, on se rend compte que certaines personnes vont dans cette mouvance. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'avoir une place et de ne pas regarder ce qui se passe derrière, enfin, on a un certain égoïsme de la part de certains. Et puis ça va plus loin. On peut même parler dans ces cas-là des différents rituels de la religion, de ces personnes qui sont à fond dans certaines choses, alors que, historiquement parlant, ça n'a pas de sens en fait. Donc oui, il y a peut-être de ce côté-là un gros travail sur la décolonisation à effectuer. Ouais. Donc la décolonisation des esprits, quoi. Des esprits, oui. C'est ça, c'est exactement ça, la décolonisation des esprits. C'est un travail qui est en cours, ça va prendre du temps. Il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres. Et comme je dis souvent, après, chacun sa boxe.
Excuse-moi, tu veux qu'on fasse un changement comme à la lutte? Il n'y a pas de souci. Tu veux venir? Je t'en prie. Ouais, je peux répondre. Vas-y. Alors, effectivement, il y a beaucoup de traumatismes que notre peuple a reçus. Et on sait très bien que voilà, on a tous eu soit des micro-traumas ou des traumas réels. Et en fonction de ces traumatismes, ça met certaines personnes dans une position de réussite. Oh, je suis devenu fonctionnaire, j'ai réussi. Oh, je suis devenu, j'ai atteint mon seuil au niveau salaire, j'ai réussi. Je pense que c'est beaucoup lié au traumatisme, mais c'est aussi lié à ce qu'on a vécu, voilà, les exactions qu'on a vécues, un petit peu comme tout le monde, hein, quand il y a un frère afro-africain qui traverse la mer et qui vit des choses très très compliquées, et ensuite qui est ici. Qui vient ici en France et qui voit autre chose, il peut aussi avoir des traumas. Donc c'est sujet à ça. Mais effectivement, comme Lilith l'a dit, et je pense qu'elle le redira, il faut qu'on ait cette forme de décolonisation pour comprendre. Et alors, il y en a qui sont déjà conscientisés. C'est important de le rappeler. Il y en a beaucoup qui sont déjà conscients. Oui. Il y en a beaucoup parmi notre population qui ne sont pas aliénés. Parce je le dis souvent, on nous voit beaucoup comme des zoukers. Ah, vous êtes antillais, vous zoukez, quand vous parlez comme ça. Les gars, on n'est pas seulement des zoukers, si les gens connaissent l'histoire réellement des Antilles, ils vont comprendre qu'on est un peuple foncièrement revendicateur. Donc il y a des personnes qui sont très conscientes, et après, la partie qui ne sont pas conscientes, je pense, c'est dans les faits, on dit toujours, il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire. Et pour rebondir à ton propos, je sais que dans les années 90, que moi j'ai grandi à Grigny, avec le quartier des Antillais, tu vois. Et du coup, les mecs me disaient qu'aux Antilles, dans les années 90, ils déboulonnaient déjà des statues en Guadeloupe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà, ils étaient déjà chauds, les mecs, tu vois, dans les années 90. Tu vois. Enfin, même avant. Hein. Je t'en prie. Tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Lindy. Alors, donc moi, c'est Lindy. Je fais partie du groupe AirPrac également, Antenne France. Voilà. Donc, pour répondre à la question, je valide un petit peu tout ce que mes collègues ont dit. Effectivement, ça mettra énormément de temps. Comme le disait Lucien, il y a des frères et des sœurs qui sont conscients, mais il y a aussi, on est pour certains dans un confort peut-être dans lequel ils ne veulent pas sortir, ou peut-être pour certains ça leur fait peur. Enfin voilà, on a chacun notre niveau en fait. On prendra le temps, ça prendra le temps, tout comme ce qui est en place a mis beaucoup d'années. Ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a très longtemps. Et pour déconstruire tout ça, il va falloir des années pour le faire. Et est-ce que le Bumidum n'a pas créé des séquelles, notamment vis-à-vis des parents qui n'ont pas forcément dont certains n'ont pas forcément transmis ou ont transmis quelque chose, mais... moi, pour le coup, je suis née ici par rapport à ce biais-là. Mon grand-père est arrivé avec le Bumidum. Mes parents sont nés là-bas, mais sont arrivés du coup très jeunes. Et c'est vrai que l'éducation qu'ils ont eue, c'était il fallait s'intégrer, il fallait parler correctement le français, il fallait être accepté, il fallait qu'on rentre dans les cadres. Et donc moi, cette génération, ma génération à moi, du coup, moi je suis née ici, et j'ai grandi avec la culture française, mais après, à côté de ça, à titre personnel, je me suis toujours intéressée à mes origines. C'est quelque chose, comme un appel en fait, où j'avais besoin de me ressourcer, de revenir aux racines, savoir d'où je viens. Parce que quand on va à l'école et qu'on t'apprend que tes ancêtres sont les Gaulois, t'arrives pas trop à t'identifier à eux en fait. Pose des questions. Tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi ta couleur est comme ça. Il y a tout un tas de questions qui te viennent à l'esprit quand tu es enfant.
Et puis, un des camarades, je crois que c'est toi qui le disais, que quand tu commences à creuser, que tu te rends compte que c'est une supercherie, tout ça, ouais, tu as différentes personnes qui l'encaissent, mais tu sais pas, en fait, comment faire, comment te débrouiller, qu'est-ce que tu dois faire. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ouais, là, aujourd'hui, il y a des gens éveillés, il y a des gens conscients, il y a un éveil partout, au niveau de la Caraïbe, l'Afrique, et je pense que c'est ce qui fait peur à l'État français aujourd'hui. Je voulais juste rajouter, effectivement, par rapport à ce phénomène, en réponse au fait que aussi certains ne considèrent pas le créole comme étant une langue entendable. Voilà. Le RPRAC, et je suppose que vous aussi, donc Caraïbes Rassemblement et toutes les autres associations, donc on projette effectivement de pouvoir mettre en place des encadrements pour toutes ces personnes qui sont tous les enfants de la Caraïbe, qui sont nés ici, qui n'ont pas la chance de pouvoir connaître là-bas ou qui n'ont pas la chance de pouvoir parler la langue. Donc là aussi c'est prévu. Donc on n'est pas insensible à ce genre de choses. On est loin de l'époque où on disait que ouais, tu viens pas de là-bas, tu as grandi ici. Enfin, ça, il faut que ça s'arrête, ça, une fois pour toutes. Voilà. Donc là, on y travaille. Donc ceux qui nous entendent, vous êtes les bienvenus. Oui, attends, 2 secondes. Ce que tu dis fait écho à... Parce que moi, j'ai été à l'école à Grigny-la-Grande-Borne, et à un moment donné, on allait 3 semaines en Guadeloupe, en Martinique, en 89, tu vois. Et c'est en Martinique que un vieux sage qu'on est parti voir, je ne sais plus, c'était dans un musée, avec véhémence, il nous a appris que des Noirs avaient été esclaves. Nous ne le savions pas. On avait 8-9 ans, et pour faire écho à ce que tu dis, on pensait que notre histoire, c'était Vercingétorix, qui avait baissé les armes face à Rome, tout, mais on s'est blagué, il nous a déblagué, si puis-je dire. Et puis quand tu regardes aussi dans les manuels scolaires, c'est qu'on t'apprend le commerce triangulaire, et puis... c'est un vide passage là-dessus, et puis on a fini, quoi. Exactement. C'est ça. Tu vas répondre à la fin, c'est ta phrase. Hamzat. Oui, alors moi je voudrais rappeler quand même qu'effectivement les peuples de ces territoires-là ont une histoire révolutionnaire, ils ont une histoire de lutte. Il y a eu des luttes armées, des luttes radicales dans les années 60, qui étaient contemporaines de la guerre d'Algérie, de la guerre du Cameroun et du Vietnam et de bien d'autres conflits. Et peut-être que nos aînés, parents, grands-parents qui ont été dans ces luttes-là ont une certaine désillusion par rapport à cette question. Donc je pense que la question de l'intergénérationnel est importante. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont, tout à l'heure on parlait des grands frères, bon, ce sont des jeunes qui sont sur le terrain. Les aînés voient ça parfois d'un œil intéressant et parfois plus critique. Parce qu'eux-mêmes ont mené leur lutte à leur époque. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc la question de la transmission des luttes, de l'éducation aux luttes populaires me semble importante, parce qu'on ne peut pas refaire à chaque génération la même chose. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrive à passer un saut qualitatif, et ça nécessite vraiment d'avoir des structures de transmission des luttes politiques qui ne peuvent pas être ou qui ne sont pas visiblement les partis politiques classiques ou actuels. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que pour aller plus vite, effectivement, il faut passer par l'éducation. Voilà, donc quand vous tentez d'ouvrir une école panafricaine en Guadeloupe, c'est le préfet lui-même qui met un veto. Donc ça montre bien que la question de l'éducation, elle est fondamentalement politique et révolutionnaire. Et elle nécessite effectivement que chacun y contribue, qu'on ait la mise en place d'éducation, de structures d'éducation populaire qui permettent de former une jeunesse consciente, consciente de son histoire, consciente également du sens de la vie, parce que je pense qu'on n'a plus forcément besoin de martyrs, de gens qui se sacrifient. Il faut qu'on soit un peu plus stratégique par rapport à l'économie de nos propres vies. Et qu'on se soigne effectivement les uns les autres. Je pense que c'est très important, la notion d'amour-propre, la notion de reconnaissance, de résistance. Voilà, et par rapport à ça, je pense que des personnes comme Frantz Fanon et Aimé Césaire ont déjà fait pas mal en termes de notions. Aimé Césaire rappelait bien avant beaucoup d'autres que la Martinique, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal avec cette conception des choses qui, pour moi, est inévitable et inéluctable.
et Fanon, sur tous les enjeux de désaliénation, sur tous les enjeux de guérison psychiatrique par rapport à des traumas. Je pense que ce sont des références dont d'autres peuples se sont servis par rapport à leur propre lutte. Quand on parle des Palestiniens, ils s'appuient beaucoup sur Fanon pour mener leur combat. Donc c'est à nous aussi de voir quel répertoire nous avons à notre disposition, quelles sont les armes que nous avons à notre disposition, à la fois les armes intellectuelles, politiques, sociales, économiques, et comment également faire en sorte que tous ceux qui sont effectivement dans l'Hexagone puissent également jouer un rôle un peu plus stratégique et décisif. Voilà, je me rappelle qu'à une époque, ils avaient, jusqu'en 2002, il faut savoir que quand on votait en Martinique, les résultats d'élections présidentielles étaient déjà connus en France. Donc voilà, donc maintenant, il faut peut-être repenser différemment ces questions-là. Mais pour moi, il faut constituer une force politique en termes de saut qualitatif et travailler la question d'éducation. Et cette force, pour moi, elle ne peut être que panafricaine, je le dis clairement. C'est dit. Je t'en prie. Le camarade, il a tout dit. Hein. Et il y a même un grand homme qui disait l'Afrique, tant que l'Afrique ne sera pas libérée, le peuple noir ne sera pas respecté. Du coup, je rebondis sur ma propre phrase et j'ajoute une interprétation derrière parce qu'on sait que dans les commentaires, parfois, vous êtes un peu soupolés, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, quand je dis qu'effectivement, nous avons une mentalité d'esclaves, je ne vise pas les gens qui sont déjà éveillés, qui ont conscience de leur histoire et qui ont conscience de leur respect de leur dignité. Bien entendu, non. Mais plutôt les personnes qui ont de l'influence, nos politiques, nos sportifs, nos artistes, les personnes qui sont bien placées, qui ont du pouvoir et qui ne prennent pas position. Et comme on le dit, qui ne prend pas position, voilà, consent. Donc c'est plutôt ce groupe de personnes-là que je vise expressément, parce que les gens lambda comme nous, en fait, nous sommes des militants, c'est vrai, mais nous n'avons pas cette force nous n'avons pas cette force que ces personnes, on n'a pas cette force d'influence encore pour l'instant, que ces personnes ont. Ces personnes-là sont depuis des années, en fait, dans les sphères de pouvoir, fréquentent des personnes qui sont les sphères de pouvoir et finalement jouissent d'une confortabilité en oubliant, en fait, d'où ils viennent. La plupart d'entre eux, pour moi, je les soupçonne clairement d'oublier d'où ils viennent et d'oublier quelles sont nos blessures et comment nous sommes meurtris. Et nous avons besoin, en fait, là je parle de nos élus, de nos députés, de nos élus locaux, nous avons besoin de nos artistes, nous avons besoin de nos sportifs pour qu'ils ils ont la possibilité de se faire entendre. Alors oui, c'est vrai que ça va déplaire à l'État. Je prends en exemple très souvent, je dis pourquoi nos joueurs qui gagnent autant de médailles pour la France ne boycottent pas. Alors oui, effectivement, ça pourrait poser préjudice dans leur carrière, effectivement, mais Colin Kaepernick. Puis j'ai regardé le reportage sur Netflix. Il l'a fait en dépit de tout. En fait, il a quand même posé le genou au sol, quitte à ce que ça lui fasse perdre des contrats. Il l'a quand même fait. Je suis désolée, je vais dire les mots. Je suis désolée, il a posé ses boules sur la table. On va le dire clairement. Et j'aimerais beaucoup, et c'est pour ça que j'ai cette mentalité-là, c'est que j'aimerais vraiment, et je pense que tout le peuple, on aimerait beaucoup que nos représentants qui fassent partie de notre communauté posent leurs couilles et leurs ovaires sur la table et disent à un moment donné, c'est plus possible. Parce que pour nous, c'est comme si ils savent que ça existe, mais ils sont un peu coincés parce qu'ils ont des contrats avec telle ou telle marque, ou bien des facilités peut-être avec telle... Enfin, je ne sais même pas ce qui se passe dans leur sphère à eux, mais j'apprécierais et je pense que je pense que c'est le moment pour nos sportifs, pour nos artistes et pour tout ce que j'ai dit auparavant, que ces gens-là se positionnent aussi. Parce que nous seuls, on va faire la révolution, c'est vrai. On va faire cette révolution joyeuse aussi. Je dis joyeuse parce que c'est important, c'est vrai. Mais seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de tout le monde. Et ce n'est pas une question d'aller à l'encontre, d'aller à la guerre ou des choses comme ça, mais c'est une question de bien commun et de dignité commune. Soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Voilà. Moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Je rebondis sur ce que tu dis, Lilith. C'est que nos politiques
nos politiques sur place, voilà, sont censés nous représenter. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle? Qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle? On parle de nous, oui. On a l'impression de récolter des miettes à chaque fois. On ne pose pas les choses telles qu'elles sont. Il y a du racisme, il y a de la discrimination, il y a des inégalités, il y a plein de choses. Mais on dit toujours les choses à demi-mot dans les hémicycles. Et moi, j'aimerais voir les choses changer au niveau de nos représentants. Voilà. J'ai eu cette discussion-là avec une élue récemment, et elle m'a avoué qu'ils sont encore dans la posture où on vous envoie de l'argent, vous voulez quoi de plus? C'est froid, ça. Tout simplement. Donc si les gens ne comprennent pas, c'est pas une question de position géographique, là. C'est une question de condition, en fait. On vous envoie de l'argent, vous voulez quoi? On vous a dit, même si c'est 10 €, on a donné. Vous pouvez sortir maintenant. Et fermez-la surtout. Parce que sinon, on envoie à la CRS 8. Attention. C'est ça leur posture. Comme dirait un grand auteur haïtien du nom de Alix Mathurin, comprendront que ceux qui doivent comprendre. Exactement. Comme je l'ai dit précédemment dans l'émission, j'ai grandi à Grigny, dans le quartier des Antillais. Jadis, avec mon clan, le CDR, à Grigny, à l'Ellipse, on avait monté une association qui s'appelait CDR, Communauté Découverte Racine. Et on était là, en plein milieu du quartier, on débattait avec plein de gens sur différentes thématiques. D'ailleurs, j'en parlais à Hamzat dans la voiture tout à l'heure. Et du coup, il y a une des thématiques qui revenait assez souvent, c'était pourquoi certains Antillais ne se sentent-ils pas africains? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est le thème du prochain débat. Ouais. Oh là là. Tu peux utiliser mon joker, là. Voilà, je sais que... Ouais, j'ai piscine. Voilà. Thème du prochain débat, et ça fait écho aussi aux origines béninoises et martiniquaises, c'est ça, de ce monsieur Hamzat Boukari. Merci à vous et merci au studio. Merci. Je peux me permettre de te remercier vraiment. Je laisse un message parce que moi, je remercie Bouba de nous avoir reçus. Je t'ai lancé l'appel en disant il faut absolument qu'on parle de ce problème de vie chère et de la désinformation. Et je te remercie du coup de nous avoir dit oui, de nous avoir donné cette audience et de nous avoir permis d'expliquer notre vérité. Et j'espère vraiment que les gens vont se rendre compte en fait de la désinformation qu'ils vivent au quotidien, que ce soit sur BFM Merde ou bien CNews ou d'autres, hein, LCI, ou il y en a pléthore. Je te remercie vraiment parce que ce média, il est très important pour la communauté. Il est très important pour la communauté qui vit dans les quartiers. On vient de quartier, nous aussi. Et justement, tu nous donnes l'occasion d'exposer notre vérité. Donc, je te remercie et pour ça, un grand bravo. Applaudissons-nous. Après, tout ceci est un travail collectif et rien ne se fait sans vous et rien ne se fait sans surtout nous. Surtout que rien ne se serait fait sans Lilith. Parce que le nombre de fois où elle m'a dit viens, je dis non, laisse-moi tranquille. Et M. Chacha aussi, hein, ils sont là, ils sont interconnectés les deux. Oui, il y a un gros travail qui se fait en interne, mais on n'en dira pas plus. Exactement. Voilà. Et voilà, dédicace au studio dans lequel nous faisons cette émission. Big up à toute l'équipe surtout. Ramal TV Studio. Les studios sont magnifiques, hein, vraiment, bravo. Merci. Hein. Voilà, un grand merci. Leïla, toute l'équipe, Lamal, merci à tous. Et du coup, nous, disons les choses et Bloc Contre Radio, on crée des supports pour que les gens réfléchissent. C'est tout. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci encore.